bonjour, c'est David à l'appareil pour le blog business100.fr, votre business à 200%, l'épisode audio quotidien pour faire bouger votre entreprise. Alors aujourd'hui, je m'intéresse au service après-vente de votre entreprise parce que le service après-vente, en fait, c'est votre premier vendeur de produits dans votre entreprise. Si vous considérez le service après-vente comme une source de coûts, eh bien c'est un tort. Erreur, pourquoi ? Parce que, en fait, toute réclamation qui est bien traitée est un investissement fructueux. Un client mécontent n'est pas forcément un client perdu, et loin de là. Selon les études, d'ailleurs, assez récentes, elles montrent que un client dont la plainte est traitée efficacement est tout à fait susceptible de devenir plus fidèle et d'acheter davantage. Alors, il y a plein de raisons à cela et c'est exactement tout ça qu'on va voir aujourd'hui. Et en même temps, je vais vous donner 4 astuces pour bétonner votre service après-vente, pour transformer vos clients mécontents en votre faveur. Donc, comme je vous le disais en intro, un client mécontent n'est pas forcément un client perdu et loin de là. Donc, des études montrent très clairement que les clients ont des comportements spécifiques quand ils sont mécontents. Et le pire de cette situation, c'est que c'est très difficile pour l'entrepreneur que vous êtes de détecter le mécontentement et d'agir en conséquence et surtout de donner la bonne réaction, de donner le bon langage et d'avoir les réponses appropriées au mécontentement de votre client. Par exemple, lorsque le client fait appel au service après-vente, le client vit un moment chargé en émotions. Et donc, si vous négligez son problème, non seulement vous risquez de le perdre, mais il est probable qu'il nuise à votre réputation en vous dénigrant. À l'inverse, si vous lui donnez le sentiment qu'il a été compris et écouté, vous augmentez sa confiance en vous et c'est là où vous allez marquer des points. Autre facteur décisif militant en faveur d'un traitement efficace des réclamations, c'est son rapport avantage-coût bien mené. Les efforts consentis pour vous rabibocher avec les clients mécontents seront en effet plus rentables qu'une campagne visant à séduire de nouveaux clients. Et bien sûr, il y a des études qui le montrent très clairement. Par exemple, une étude de Capgemini Consulting qui montre que le coût moyen de rétention est 5 fois inférieur au coût moyen d'acquisition de nouveaux clients. Alors, voici aujourd'hui donc mes conseils pour bétonner votre service après-vente et comment retourner des clients mécontents en votre faveur. Premier point, vous allez contrôler la satisfaction du client et anticiper ses plaintes. Pas de nouvelles de votre client? Bonne nouvelle? Eh bien, pas c'est sûr, parce que quand on étudie comment le client se comporte vis-à-vis de l'entreprise, la relation client, comment il va réagir, comment il va interagir, la fréquence qu'il vient vous voir, etc. Quand il est content, pas content, un petit peu pas content, ou au contraire très 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 mécontent. Eh bien, on s'aperçoit qu'en fait, sur 1000 clients mécontents, il n'y en a que 40 qui viennent vous voir pour adresser une plainte. Seulement 4% des clients mécontents viennent vous voir. C'est très 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 faible. Ça veut dire qu'une très grande majorité des clients qui ont des petits problèmes ou des gros problèmes ne viennent pas vous voir après l'achat. Et ça, c'est un problème que vous devez absolument prendre en compte. Donc, ça veut dire que les clients, tout simplement, qui ne sont pas contents, vous quittent sans prévenir. Conclusion, il ne faut surtout pas hésiter à sonder vos clients après la livraison, après l'achat d'un produit, après un événement commercial important. Et le meilleur moyen donc de faire ça, c'est d'automatiser en fait, par exemple, un questionnaire que vous envoyez à vos clients systématiquement, par exemple, 7 jours après une vente. Vous vendez des meubles de cuisine, vous vendez des sofas, vous vendez de la moquette, vous vendez des tuiles, vous vendez des outils de jardinage, vous vendez un service de massage, vous êtes expert comptable, peu importe. Bref, vous vendez des objets de décoration, il y a toujours une excuse pour rappeler le client derrière et lui demander est-ce que vous êtes satisfait, est-ce que l'objet vous convient, est-ce que votre produit fonctionne comme attendu, est-ce que vous avez besoin d'aide, est-ce que je peux vous proposer une aide complémentaire, est-ce que je peux m'être utile autrement. Donc je résume, le but c'est d'automatiser le traitement de l'enquête de satisfaction de vos clients. Donc sous couvert d'une enquête de satisfaction, le but c'est d'aller chercher le client et de s'assurer que tout fonctionne correctement. S'il y a un problème, vous le résolvez. S'il n'y a pas de problème, tout est parfait. Le meilleur moyen pour s'assurer que le client est satisfait, c'est de passer un coup de fil. Parce que le téléphone, c'est direct, vous pouvez mesurer directement les émotions, le comportement, les interrogations, etc. Alors que par courrier ou par mail, ça peut être délicat et surtout, vous aurez un taux de réponse très très faible. Ensuite, si vous appelez vos clients,
admettons après 7 jours ou 15 jours après donc son achat, votre client sera très agréablement surpris de la qualité de votre service. Et ça, bien entendu, c'est un argument marketing indéniable. Il existe aussi un autre outil pour s'assurer de la qualité du service client, c'est d'envoyer par exemple plusieurs fois par an des faux clients pour suivre un parcours d'achat défini. Et en cas d'incident récurrent, eh bien, vous pouvez lancer des actions pour corriger les problèmes. Ensuite, deuxième point clé pour traiter efficacement et transformer son SAV donc en premier vendeur, c'est d'établir une charte pour définir les bonnes pratiques dans votre entreprise pour comment traiter donc un problème client. Donc vous allez inscrire noir sur blanc la ligne de conduite à tenir sur quelques points clés. Par exemple, l'accueil à réserver aux plaignants, le délai maximal pour lui fixer un rendez-vous, le comportement à adopter face à un individu agressif. Au besoin, vous pouvez publier donc une charte du SAV, une règle de base qui consiste donc à informer régulièrement le client du traitement de son dossier, tous les jours s'il le faut, par téléphone, mail, SMS. C'est une excellente manière de montrer qu'on est bien là à s'occuper de son client. Donc c'est un excellent outil donc pour faire baisser la tension et montrer qu'on s'occupe vraiment de lui. Si le problème est résolu, cette attitude donc portera ses fruits le jour où le client devra renouveler son matériel. Définissez aussi clairement votre politique de compensation. Dans quel cas et sur quels critères prévoir un geste commercial ou un dédommagement? L'impact donc du préjudice et le poids du client en termes de chiffre d'affaires par exemple seront bien sûr à prendre en compte. Autre outil pour conserver un client et continuer à en tirer parti, c'est la garantie d'échange. En cas de pépin, celui qui a donc souscrit peut faire échanger son appareil et contre un appareil équivalent. C'est une solution d'ailleurs qui est utilisé par beaucoup d'entreprises aujourd'hui et qui présente d'énormes avantages pour fidéliser un client et pour s'assurer que le client reste chez vous en tant que client et qu'il ne va pas aller voir la concurrence. Le troisième grand point de cet épisode audio, c'est qu'il vous faut enseigner à vos techniciens, à vos employés qui travaillent au service après-vente, les bons réflexes, les réflexes adaptés aux situations critiques. Lorsque vos techniciens sont chez un client pour traiter une panne, vos techniciens donc doivent savoir laisser des signatures relationnelles, c'est-à-dire des moments où que votre client va identifier comme très positifs. Exemple, vous installez donc un nouvel évier chez votre client, vous êtes plombier ou quelque chose comme ça, et juste après avoir installé le plombier, eh bien vous passez un petit coup de balai, un petit coup de pavé pour nettoyer l'installation. Vous êtes réparateur informatique, vous allez réparer donc la box chez votre client, vous passez un petit coup d'aspirateur derrière le meuble. Voilà, c'est des petites choses comme ça, donc on appelle des signatures relationnelles et qui sont extrêmement positives pour le client. Au téléphone, par exemple, certaines phrases marqueront positivement les esprits. Pour commencer l'entretien, vous pouvez dire « Bonjour, je suis David et je vais suivre personnellement votre dossier jusqu'à la fin ». Après, par exemple, quand la demande du client est traitée, vous pouvez lui demander « Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous? Est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous aimeriez discuter ?» Il ne faut pas avoir peur justement de pousser au dialogue, à la communication, à la discussion. Il ne faut pas avoir les yeux rivés sur sa montre. Oh là là, putain, ça fait 10 minutes déjà que je discute avec celui-là, il faut que je passe au suivant. Si vous commencez à chronométrer comme ça, minute par minute, tout ce que vous passez avec le client, vous allez forcément passer à côté de choses, à côté de retours clients qui peuvent être très très précieux pour votre entreprise. Après, bien sûr, il faut gérer le temps de telle sorte que vous pouvez optimiser le nombre de clients gérés par jour. Mais ça, après, c'est au cas par cas, c'est votre entreprise qui doit décider de la politique à mener à ce niveau-là. Au niveau des relations clients, justement, quand il y a un problème, quand quelqu'un vient vous voir parce qu'il a un problème, il y a des mots qui sont à bannir. Par exemple, pour faire baisser le stress, il faut absolument éviter d'employer le mot problème, parce que le mot problème ramène des choses négatives. C'est comme quand vous dites à votre client, ne pensez pas à l'éléphant rose qui est devant vous, forcément, l'esprit, lui, va voir l'éléphant rose. Donc ça ne sert à rien de dire de dire ce genre de choses. Aussi, il y a d'autres erreurs qu'il faut éviter, c'est par exemple d'éviter de faire des promesses que vous ne pouvez pas tenir. Ça, c'est la pire des choses, parce que l'entreprise va être tenue comme responsable, comme une menteuse, comme qui est incapable de tenir ses promesses, et forcément, vous êtes sûr de perdre votre client à ce niveau-là.
Un autre point aussi très important au niveau du SAV, dans le rationnel, c'est qu'il faut éviter à tout prix de faire culpabiliser le client. Exemple, mais là, c'est ici qu'il faut brancher ce câble, pas sur cette prise-là. Voilà, là, vous laissez sous-entendre, mais tu es idiot ou quoi? C'est marqué ici, la prise elle est rouge, tu branches sur la prise rouge. Mais le client, il ne sait pas. S'il savait faire, d'ailleurs, il ne vous aurait pas appelé, il n'aurait pas eu de problème pour installer. Donc ça, faut absolument éviter donc les phrases négatives et de faire culpabiliser votre client. Un outil pour s'assurer que donc vos commerciaux, vos techniciens appliquent bien justement ces processus service après-vente qui respectent une certaine démarche, une certaine déontologie dans votre entreprise, le mieux c'est de faire des petits questionnaires que vous changez de temps en temps et par exemple une fois tous les 3 mois, tous les 6 mois en fonction de votre entreprise, vous allez soumettre vos techniciens à ces questionnaires pour juger de leur réaction et profiter des petites erreurs qu'ils vont faire pour leur suggérer des phrases type pour répondre, des comportements, des idées de réaction à proposer aux clients, etc. Et comme ça, vous allez éduquer votre flotte de techniciens pour améliorer, pour optimiser donc votre service après-vente. Quatrième point essentiel pour transformer votre service après-vente donc en un excellent point de vente, c'est de profiter de chaque occasion donc d'un contact avec son client quand il est mécontent pour faire une nouvelle vente. Paradoxal, n'est-ce pas? Mais exemple, le lave-vaisselle de votre client est réparé et donc vous vous demandez est-ce que c'est le bon moment de proposer un nouveau produit encore à votre client? Parce que vous avez l'impression que vous lui demandez tous les jours. Mais bien sûr que c'est le bon moment pour lui proposer un produit. Parce que le client, d'une part, est soulagé que son produit est réparé. Donc son stress est à zéro. En plus, le technicien qui lui a réparé le produit lui apparaît comme un sauveur. Donc là, à ce moment-là, vous développez donc une relation de confiance. Et votre technicien, à ce moment-là, est tout à fait apte à prescrire un produit, par exemple, d'entretien. Et ça, c'est essentiel, c'est excellent pour développer votre business et rapidement, en un claquement de doigts, vous pouvez tout de suite récupérer un chiffre d'affaires absolument non négligeable. Autre point, donc l'essentiel étant que l'offre que vous allez proposer en complément entre en résonance avec le problème résolu. Évoquer une extension de garantie semblera tout à fait naturel. Vous voyez, si vous avez pris votre garantie de 5 ans, cela ne vous aurait rien coûté. Si votre client ne signe pas tout de suite, vous aurez au moins semé une graine susceptible de produire quelque chose lors du prochain achat de votre client chez vous. Donc, à retenir sur cet épisode, c'est qu'il faut toujours anticiper les plaintes de vos clients en réalisant des enquêtes de satisfaction et en effectuant donc des visites mystères, par exemple, dans vos magasins et sur votre site internet si vous vendez en ligne. Il faut toujours informer vos clients du suivi de son dossier, tous les jours s'il le faut, par téléphone, mail ou SMS. Et enfin, si le problème est réglé, le client donc est en confiance et c'est le moment de lui proposer une nouvelle vente. Attention, attention. Il y a un truc qui change parce que nous sommes en 2015 et il faut pas l'oublier. Aujourd'hui, vous avez donc les réseaux sociaux qui sont une sorte donc d'amplificateur de ce qui va bien et ce qui va mal aujourd'hui avec une entreprise. Et en moyenne, un client mécontent en parle 10 fois de vive voix autour de lui. Et avec les réseaux sociaux, les blogs, les forums, les sites de shopping communautaire, d'avis clients, etc., ce périmètre donc d'influence est encore décuplé. Un Français sur 4 s'en servirait pour se plaindre d'un produit ou d'un service. Ça, c'est une étude qui a été faite par Eptica en 2012. D'où l'urgence justement de bien s'occuper du service après-vente parce que vos clients savent tout. Vos futurs clients peuvent aller sur Internet consulter les avis des clients qui sont d'abord passés chez vous. Et ça fait vraiment une différence très, très, très importante pour la bonne image, la bonne réputation de votre entreprise. Et je peux aussi vous suggérer d'avoir une personne dans votre entreprise qui s'occupe uniquement de ce qu'on appelle community management, c'est-à-dire que c'est une personne qui va s'occuper de gérer les réflexions, les avis négatifs, etc. sur Internet de la part de vos clients et de répondre. Un client poste un avis client négatif sur votre entreprise ou sur un produit que vous lui avez vendu, bien, immédiatement, vous le rappelez. Bonjour monsieur, j'ai vu que vous n'avez pas été satisfait du produit. En quoi le produit vous a créé des problèmes? Comment on peut vous aider? Est-ce que je peux vous envoyer un technicien chez vous aujourd'hui pour réparer tout ça? Etc., etc. Et ça fait vraiment la différence. Et d'ailleurs, ça fait longtemps que je le répète.
Même si vous vendez des produits pas chers, même si vous vendez des produits très chers, très encombrants, même si vous êtes loin de vos clients, même si vous êtes très proche de vos clients, il y a toujours un truc à faire pour le service après-vente. Donc, mettez-vous au service après-vente. Le service après-vente, ça vaut de l'or. Merci de m'écouter. C'est David pour le blog biz100.fr. Si vous aimez le podcast, eh bien sûr, abonnez-vous. Comme ça, vous recevrez l'épisode quotidien. Et merci à vous. À très bientôt. Bye bye.